OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette présentation et cette discussion. Une meilleure mesure est-elle la clé d'un investissement accru dans le CSC pour la planification familiale en Afrique de l'Ouest francophone? Je m'appelle Marta Silva et je suis la stratège en matière de données et la responsable de l'équipe d'innovation pour le projet Breakthrough Research. Je suis basée aux États-Unis, à Washington, D.C. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que vous pouvez taper vos questions à tout moment dans la boîte de questions et réponses et nous aurons le temps de répondre à toutes les questions après la présentation. Je suis heureuse de vous présenter mon collègue Komlan Eden. Komlan est statisticien, économiste, évaluateur avec plus de 10 années d'expérience dans les domaines de la santé, de la gouvernance, de l'économie, de l'évaluation des programmes et politiques publiques. Il a assuré durant plusieurs années des postes de spécialiste en suivi et évaluation et de consultant auprès des programmes et projets de santé au Togo et en Côte d'Ivoire. Il dispose de très bonnes compétences en matière de mise en œuvre de projets et de suivi et évaluation du changement social et de comportement. Je vous présente aussi Liane Doherty. Elle est basée ici aux États-Unis, à Washington, D.C. et elle est la responsable des projets en Afrique de l'Ouest et Afrique francophone. Komlan, c'est à vous la parole. OK, merci beaucoup, Martha. Et bonjour ou bonsoir à tous nos participants. Nous sommes très heureux de pouvoir faire cette présentation avec vous. Donc, j'ai le plaisir de partager avec vous une présentation qui, je l'espère, marquera le début d'une discussion fructueuse sur la valeur de la mesure du changement social et comportemental. Donc, les données disponibles jusqu'à présent montrent que les changements sociaux et comportementaux peuvent accroître l'utilisation des contraceptifs modernes en s'attaquant aux facteurs qui influencent la demande. Cependant, les interventions en matière de changement social et comportemental ne reçoivent pas autant d'attention que les interventions du côté de l'offre. Donc, j'espère que cette présentation nous aidera. Komlan, excusez-moi, Komlan, est-ce que vous pouvez vous approcher du micro? Martha, c'est bon maintenant? C'est bon? Oui, ça c'est mieux. Oui, oui. OK. Donc, j'espère que cette présentation nous aidera surtout à progresser dans notre réflexion sur la manière dont nous utilisons la mesure comme outil pour renforcer l'orientation de nos programmes de changement social et comportemental et de déterminer l'efficacité et l'impact des programmes qui peuvent, en fin de compte, entraîner une augmentation des investissements. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, je vais rapidement vous présenter un aperçu de notre présentation. Donc, nous avons une présentation en 6 points. Tout d'abord, je vais vous parler un peu de Breakthrough Research. Ensuite, je vous donnerai un aperçu de la manière dont nous avons exploré le paysage des mesures de changement social et comportemental. Je vous ferai part des conclusions relatives au type d'indicateurs qui, selon nous, sont couramment utilisés pour la mesure du changement social et comportemental et ainsi que les lacunes de ces indicateurs-là. Après, je vous ferai part des recommandations à l'intention des pays, des bailleurs de fonds et des partenaires de mise en œuvre afin de renforcer la mesure du changement social et comportemental. Et nous terminerons par des prochaines étapes sur les actions de Breakthrough Research. Prochaine diapo. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, brièvement, nous allons. Breakthrough Research est un projet phare de changement social et comportemental pour le bureau santé de l'USAID. Ce programme vise à encourager la production, la mise en commun et l'utilisation des recherches innovantes en matière de changement social et comportemental pour éclairer la programmation. C'est un projet de 5 ans qui a débuté en août 2017 et qui court jusqu'en juillet 2022.
Et toutes les activités sur le terrain sont soutenues à la fois par l'USAID, le bureau de Washington, et aussi les bureaux de chaque pays. Donc, Breakthrough Research travaille en étroite collaboration avec Breakthrough Action. Breakthrough Action est un projet qui vraiment est beaucoup plus dans les actions programmatiques. Dans la région francophone de l'Afrique de l'Ouest, Breakthrough Research soutient les investissements dans le plan familial dans 4 pays, donc le Burkina Faso, le Niger, le Togo et bien sûr la Côte d'Ivoire. Next, OK. Donc, Breakthrough Research est en fait un consortium de 6 structures. Donc, ces 6 structures-là, avec pour chef de file et population consciente, ces structures-là interviennent dans tout ce qui est recherche en matière de planification familiale. Prochain slide. OK. En Afrique de l'Ouest francophone, qu'est-ce que Breakthrough Research fait de façon concrète? Donc, les activités de Breakthrough Research tournent essentiellement à la constitution de bases de données probantes sur les interventions qui portent sur les connaissances, les attitudes et les normes sociales afin de soutenir la demande de planification familiale. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, beaucoup d'actions ont porté beaucoup plus sur l'offre en matière de planning familial, mais Breakthrough Research met beaucoup plus l'accent sur comment soutenir la demande, comment améliorer les actions au niveau de la demande de planning familial. Donc, Breakthrough Research entreprend des analyses situationnelles et documentaires qui portent sur les approches de changement social et comportemental qui se concentrent sur les comportements des prestataires et l'utilisation des médias de masse. Donc, Breakthrough Research intervient concrètement dans l'évaluation des campagnes médiatiques en utilisant des approches quantitatives et qualitatives, y compris des méthodologies innovantes d'écoute sociale. Donc, en cette période de COVID-19, Breakthrough Research met beaucoup plus l'accent dans l'évaluation de ces campagnes-là sur des méthodes comme les études par téléphone mobile. Donc, ça, c'est des innovations en matière de recherche dans nos pays d'Afrique francophone. Donc, aussi, Breakthrough Research est intervenu de façon concrète dans la mise en œuvre de cartographie d'indicateurs afin d'identifier les lacunes et de formuler des recommandations et fournir une assistance technique aux pays partenaires de la région. Donc, nous allons discuter tout à l'heure à propos des résultats concrets de cette cartographie. Voilà. Donc, nous avons effectué une étude documentaire pour alimenter un programme de recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Breakthrough Research est une organisation, est un projet qui est vraiment dans tout ce qui est recherche et d'évidence en matière de projets et programmes de planning familial. Donc, Breakthrough Research a effectué une étude documentaire pour alimenter un programme de recherche et d'apprentissage et a constaté un manque de cohérence et d'alignement des indicateurs utilisés pour mesurer les résultats ou les facteurs déterminants dans les interventions comportementales. Next. Donc, ce document peut être mis également à votre disposition à la fin de cette présentation-là. Donc, étant donné qu'il y a ce manque de cohérence et d'alignement, il convient de comprendre, de comprendre qu'est-ce qui se passe et de pouvoir identifier ensemble quelles sont les lacunes et quels sont les points d'amélioration qui sont possibles. Quelle est notre compréhension du paysage des mesures de changement social et comportemental? Next slide. Donc, quels sont les enjeux ou bien quelle est la justification de la mesure du changement social et comportemental? Donc, d'abord, il faut qu'on soit clair que la mesure, que ce soit l'indicateur, est un outil qui permet de pouvoir renforcer l'orientation programmatique du changement social et comportemental et déterminer l'efficacité et l'impact des
des programmes. Donc, à partir de cette définition, nous voyons que la mesure est un élément important dans nos programmes. Donc, investir dans les stratégies de mesure innovantes, rapides et peu coûteuses peut permettre au programme de s'engager sur une démarche d'apprentissage et d'amélioration continue. La seconde chose, c'est que la preuve d'efficacité du changement social et comportemental est essentielle dans nos efforts pour mobiliser nos ressources. Nous savons qu'en cette période de COVID-19 et en cette période de crise économique, il est essentiel qu'on démontre que nos programmes de planning familial démontrent encore plus d'efficacité et l'utilisation des mesures est vraiment quelque chose sur laquelle on doit vraiment mettre beaucoup plus d'accent. Next slide. Donc, comment pouvons-nous renforcer le suivi-évaluation ou bien la mesure du changement social et comportemental de manière rentable? Donc, nous sommes allés dans tous les indicateurs et nous sommes posé deux questions. D'abord, la première question, dans quelle mesure les indicateurs de planning familial sont collectés en matière d'atteinte programmatique, en matière de déterminants et de comportement, en matière de prestations de services, y compris la chaîne d'approvisionnement, en matière de comportements qui sont liés à la PF, la politique et le coût. La seconde question, quelles sont les lacunes qui existent et quels indicateurs supplémentaires les parties prenantes peuvent-elles adopter pour accroître la disponibilité et l'utilité de ces données-là de changement social et comportemental? Next. Donc, la méthodologie que nous avons utilisée dans le cadre de notre travail de cartographie des indicateurs, d'abord, nous sommes basés sur les pays d'action de Breakthrough Action et d'Amplify. Nous avons procédé à des entretiens avec les parties prenantes. Donc, nous avons conduit des entretiens structurés avec les informateurs clés de planning familial durant la période de novembre à décembre de l'année dernière. Donc, ces entretiens-là ont été menés à la fois avec la partie gouvernementale, avec les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec les ONG, les acteurs qui interviennent au niveau terrain. Nous avons également procédé à une fouille documentaire. Donc, nous avons collecté tout ce qui est donné sur les programmes et les projets, tout ce qui est plan de suivi-évaluation, tout ce qui est fiche de référencement de ces indicateurs-là. Donc, nous avons également procédé à l'analyse de toutes ces informations-là. Nous avons compilé tous les indicateurs que nous avons collectés sur le terrain. Nous les avons compilés dans une matrice Excel avec des informations sur le partenaire, le donateur, la fréquence de collecte des données, le niveau de désagrégation géographique. Et nous avons également codé tous ces indicateurs-là par type et par niveau socio-écologique. Next. Bon, ici, on voudrait vraiment vous donner juste un petit aperçu du planning familial en Afrique de l'Ouest et quels sont les défis qui sont vraiment les plus remarquables. Par exemple, on regarde un peu les indicateurs sur le taux de fécondité qui restent des taux vraiment très élevés comparés aux autres régions. Par exemple, le Niger qui a un taux de 7,6 qui est le plus élevé dans le monde. Mais on regarde aussi les taux pour les autres pays aussi qui restent également relativement très élevés. Nous avons également fait un petit focus sur la prévalence des contraceptifs modernes. Donc, nous voyons également que les chiffres sont assez bas. Et au niveau de la grossesse des adolescentes, nous voyons que le Niger a un taux vraiment très élevé de 40%, avec les autres qui se tournent autour de 29 à 18%, à 20%. Et donc, ça reste des défis importants en matière de planning familial, en matière de demande de méthodes de contraception. Next. OK. Donc, ici, vous allez voir un peu les tendances en matière de... Nous avons juste pris la prévalence contraceptive. Vous voyez un peu
quelles sont les tendances de 2012 à 2019, on voit que globalement, il y a un trend qui est croissant, mais le trend croissant, la croissance est faible. Donc, comment renforcer cette croissance-là? Et nous voyons également, vous voyez la dernière courbe en bleu, c'est la courbe de la région Afrique de l'Ouest. Et la première courbe en bleu ou en noir, c'est la courbe de la région de l'Afrique de l'Est et du Sud. Donc, vous voyez un peu l'écart entre la région Afrique de l'Est et du Sud et la région de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est vraiment des écarts importants et ça montre un peu quels sont les défis en matière de planning familial, surtout en matière de demande. De planification familiale. Next. Donc, tout à l'heure, je vous indiquais que nous avons compilé un certain nombre d'indicateurs au niveau de tous les programmes et projets qui interviennent dans la planification familiale dans les 4 pays. Donc, nous avons classé ces indicateurs-là par type. Donc, on a 4 types d'indicateurs. Il y a les indicateurs de rendement. Bon, rendement, c'est les produits directs des activités d'un programme. Par exemple, c'est par exemple le nombre de formations qui ont été réalisées, c'est par exemple le nombre de produits contraceptifs qui ont été distribués. C'est des indicateurs qui montrent directement la réalisation ou non d'une activité. Le second groupe, c'est les indicateurs d'atteinte. C'est l'indicateurs d'atteinte ou bien les cibles. C'est le nombre ou le pourcentage de bénéficiaires qui sont exposés à une intervention. Par exemple, le pourcentage de prestataires qui sont formés, etc. Le troisième niveau, c'est le niveau intermédiaire. Donc, à ce niveau-là, on mesure les facteurs idéationnels, les facteurs de changement de comportement. Donc, c'est des facteurs qui peuvent être des facteurs qui sont liés à la capacité, à l'attitude ou bien à la motivation, aux normes sociales, etc. Donc, le dernier groupe, c'est les indicateurs de résultats. Donc, c'est l'effet comportemental souhaité sur le public cible. Donc, l'effet peut être, par exemple, l'utilisation ou non des produits et contraceptifs, mais aussi les résultats peuvent inclure des effets de comportement non souhaité. Le niveau, la seconde classification que nous avons eu à faire, c'est les niveaux socio-écologiques. Donc également, nous avons 4 niveaux socio-écologiques. Nous avons le niveau individuel, communautaire, le niveau des prestataires, le niveau politique ou le niveau national. Donc, je pense que on peut rentrer plus en détail dans les discussions pour gagner un peu plus de temps. Next. Voilà, donc vraiment toutes nos excuses encore pour ces problèmes techniques. Donc en matière d'analyse, comme le disait Lynn, nous avons une matrice de près de 500 indicateurs avec un ensemble de 55 parties prenantes, c'est-à-dire des projets, des programmes de gouvernement. Et nous avons, avec toutes ces informations-là, créé des cartes, des points chauds. Ces cartes de points chauds-là sont basées sur la matrice d'indicateurs par type, d'indicateurs par niveau socio-écologique, comme décrit dans la banque d'indicateurs de Breakthrough Action en matière de changement social et comportemental. Donc, next slide. Voilà, next. Donc, en matière de résultats, voilà. Next, please. Voilà, donc voilà, nous avons eu cette carte-là de points chauds, donc pour chacun des 4 pays. Donc nous avons fait le croisement des types d'indicateurs, c'est-à-dire le type rendement, l'atteinte intermédiaire résultat comme
j'avais présenté tout à l'heure, avec le niveau socio-écologique, individuel, communautaire, prestataire, régional, pour voir un peu quels sont les gaps. À quel niveau est-ce qu'on a besoin beaucoup plus de renforcer la mesure de changement social et comportemental? Donc, ici, le premier constat qu'on peut faire, c'est que les indicateurs on a beaucoup d'indicateurs de rendement, c'est-à-dire les indicateurs de rendement, ça mesure directement les activités qui sont réalisées, mais ça n'a pas directement de lien tout de suite avec le changement social et comportemental. Donc, c'est de voir un peu, est-ce qu'on a réalisé tel programme de distribution, est-ce qu'on a réalisé telle formation, mais ça ne perçoit pas quel est le défi en matière de changement social et comportemental. Maintenant, au niveau des indicateurs qui sont liés, qui mesurent l'atteinte, on voit que les points rouges, par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a 0 au niveau des prestataires, 0 au niveau régional politique. Ça veut dire qu'il y a un gap, c'est-à-dire qu'il y a une lacune à ce niveau-là, dans la mesure des indicateurs d'atteinte au niveau des prestataires et au niveau de la politique de façon, dans le domaine, au niveau gouvernemental. Donc, nous avons, pour les autres pays également, nous avons aussi cette lacune-là au niveau prestataire ou bien communautaire et au niveau politique. Donc, tous les points rouges, c'est les points là où il y a vraiment de gap. Maintenant, en termes de résultats, bon, nous avons également vu qu'il y a au niveau de la mesure des actions qui sont liées à la politique gouvernementale, il y a également une faiblesse au niveau de la mesure des résultats. Donc, on voit que pour chacun des 4 pays, on voit qu'il y a un niveau relativement faible de mesure des résultats au niveau même de la politique nationale. Next slide. Donc, ici, nous avons fait le même exercice que précédemment, mais nous avons croisé tous les indicateurs que nous avons obtenus avec la banque d'indicateurs de changement social et comportemental de Breakthrough Action. Donc, next slide, please. Donc, voilà. Donc, voilà. OK, c'est bien. Donc, ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'au niveau intermédiaire, on voit qu'il y a un défi au niveau intermédiaire parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs liés aux prestataires. Quand on croise l'intermédiaire avec le niveau prestataire, on voit qu'il y a un manque d'indicateurs à ce niveau-là. C'est-à-dire que nos programmes n'arrivent pas encore à mesurer tout ce qui est capacité, attitude et motivation au niveau des prestataires. On se constate beaucoup plus à mesurer ces facteurs de changement-là au niveau individuel, mais pas encore suffisamment au niveau des prestataires. Donc, la même chose aussi va aussi pour les indicateurs de résultats au niveau des prestataires. Next slide. Donc, avec tous ces constats-là, quelles recommandations aujourd'hui pouvons-nous faire aux pays, aux donateurs et aux partenaires de mise en œuvre? Next. Donc, les recommandations aux pays. La première recommandation, c'est que les gouvernements ou bien l'État devraient adopter des mesures de changement social et comportemental standardisées. Ça, c'est la première des choses, pour permettre de faire une comparaison des mesures d'un pays à l'autre, ce qui permettra de bien comprendre les facteurs comportementaux qui requièrent une attention pour chaque pays. Tout à l'heure, quand on a regardé les trains d'ensemble, on a vu qu'il y avait des gaps entre les différents pays. Entre les 4 pays que nous avons ciblés, nous avons vu qu'il y avait des gaps. Qu'est-ce qui explique ces gaps-là? Et
si le gouvernement adopte une mesure standardisée, ça nous permettra facilement de faire des comparaisons et de pouvoir établir un peu quelles sont les faiblesses et les forces d'un pays à l'autre. Donc, nous avons recommandé un package minimum de 12 indicateurs en matière de changement social et comportemental que nous allons vous présenter à la fin de cette présentation. La deuxième recommandation importante, c'est que les ministères qui investissent dans la collecte de données et les systèmes de suivi devaient exploiter la banque de données et d'indicateurs de la santé publique pour la prise de décision et promouvoir leur utilisation à tous les niveaux du système de santé. Donc, pour chacun des 4 pays, il existe une banque d'indicateurs de santé publique. Mais on constate que sur le terrain, les programmes n'utilisent pas cette banque d'indicateurs-là. Donc, il sera essentiel que les ministères quand même fassent un travail à ce niveau-là, qu'ils investissent dans cette collecte de données de routine et encouragent aussi l'utilisation de ces données-là à tous les niveaux, au niveau du système de santé. Next. Maintenant, les recommandations, quelles recommandations pouvons-nous faire aux bailleurs de fonds? Donc, pour nous, les enquêtes spécifiques telles que les EDS et les PMA, bon, tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'enquête, mais nous avons également fait un travail au niveau des enquêtes. Nous avons fouillé les rapports des études nationales telles que l'EDS, telles que le MIS, et nous avons constaté que il y a ces enquêtes-là, c'est vrai que ces enquêtes donnent des indicateurs de planification familiale, mais encore, il existe beaucoup d'indicateurs qui ne sont pas pris en compte dans ces enquêtes-là. Donc, les bailleurs de fonds devraient investir dans des enquêtes spécifiques qui collectent un plus grand nombre d'indicateurs pertinents en matière de changement social et comportemental. Deuxième chose, les donateurs devraient régulièrement réunir et coordonner les partenaires afin de faciliter la normalisation des indicateurs et des méthodes de collecte de données et de s'assurer que les enseignements programmatiques fondés sur les données sont partagés. Donc, nous avons remarqué que sur le terrain, beaucoup de projets et programmes n'avaient même pas de plan clair de suivi d'évaluation ni de référencement de leurs indicateurs qu'ils collectent. Donc, ça, c'est des points de faiblesse que nous pensons que les donateurs devraient vraiment mettre un peu d'accent avant de pouvoir, dans leurs appuis techniques et financiers à ces différents projets-là. Next. Donc, la recommandation aux partenaires de mise en œuvre, les programmes doivent identifier par le biais d'un processus de développement la théorie du changement au stade de la conception, les facteurs comportementaux importants qui peuvent être abordés par les programmes de changement social et comportemental. Donc, il est important d'abord qu'il y ait ce travail-là de développement d'un modèle de changement, de développement d'un cadre logique qui nous dit en fait quels sont les facteurs comportementaux les plus importants que le programme, sur lesquels les programmes doivent mettre l'accent et quelles sont les mesures qui vont pour pouvoir évaluer les progrès en matière par rapport à ces facteurs comportementaux. Deuxième chose, il est nécessaire d'améliorer et de rendre plus cohérente la mesure et l'atteinte des programmes. Donc, tout à l'heure, on a parlé de standardisation. Donc, également, les partenaires du changement social et comportemental et de prestation de services auraient intérêt à examiner conjointement les données relatives à l'offre et à la demande. Ainsi, les partenaires pourraient mieux cartographier les résultats, interpréter les conclusions et identifier les besoins programmatiques. Donc, aussi, l'objectif des établissements est d'améliorer les résultats pour les clients. Il est nécessaire que les partenaires de prestation de services mesurent des indicateurs intermédiaires tels que les changements au niveau de la connaissance artistique et les comportements au niveau des prestataires. Tout à l'heure, dans la carte des points chauds, nous avons remarqué qu'il y a
il y a un gap, il y a un manque de ces genres d'indicateurs-là qui mesurent les connaissances, attitudes et comportements au niveau des prestataires. Enfin, il y a une pénurie de mesures liées aux coûts. Voilà. Également, les coûts pour informer les programmes. Les programmes devaient tirer parti de la disponibilité des directives de calcul des coûts au niveau du changement social et comportemental pour élaborer les mesures de coûts qui peuvent soutenir la défense des intérêts, la définition des priorités des programmes et l'établissement des programmes. Donc, il y a très peu d'indicateurs qui sont liés au coût. Nous savons que le coût nous permet de pouvoir faire une meilleure mesure de l'efficacité de nos programmes et de pouvoir soutenir ces programmes-là, de pouvoir soutenir des actions de plaidoyer pour le financement, pour des financements spécifiques au niveau de nos programmes. Donc, il est important de pouvoir renforcer tous les indicateurs qui sont liés également au coût. Next. Next. Donc, voilà, ici, nous allons juste présenter le modèle de changement que nous avons, avec lequel nous avons travaillé. Et nous pensons que ce modèle-là est un modèle vraiment efficace en matière de changement social et comportemental. Donc, tout ce qui est de l'exposition à la programmation de changement social et comportemental, c'est-à-dire toutes les activités que nous menons à travers les campagnes de communication, à travers les distributions, la mobilisation communautaire, le plaidoyer, tout ça, c'est le premier niveau d'exposition. Et ce premier niveau-là va nécessairement engendrer un certain nombre de changements au niveau des compétences et des connaissances pour les populations cibles, va soutenir, va changer peut-être l'auto-efficacité, la capacité des populations à utiliser les méthodes, va entraîner des changements au niveau du soutien social et du plaidoyer personnel. Et tous ces changements de facteurs vont entraîner, c'est-à-dire des intentions et des résultats, ce que nous voyons en vert. Donc, ça va impacter l'intention des populations cibles, qui va à son tour impacter le comportement en dernier ressort. Donc, c'est ce modèle-là que nous avons utilisé et les indicateurs que nous présentons sont spécifiquement liés à ces trois niveaux-là. Next. Next. OK. Donc, le premier niveau nous permet de comprendre dans quelle mesure les bénéficiaires sont exposés aux approches de changement social et comportemental. Donc, il y a plusieurs stratégies en matière de changement social et comportemental. Il y a la communication, il y a le marketing et tout ça. Donc, il y a un premier niveau. Il faut mesurer d'abord l'exposition. Next. Bon, pour l'exposition, nous avons recommandé un certain nombre d'indicateurs. D'abord, des indicateurs comme le nombre de décideurs, c'est-à-dire les dirigeants locaux religieux qui sont touchés par les activités de sensibilisation. On peut également parler, par exemple, du public visé qui se souvient d'avoir entendu ou vu un message ou une campagne ou une activité de communication. On peut également parler, par exemple, du nombre de prestataires de services formés à la communication interpersonnelle pour le conseil en planning familial. Donc, ces trois indicateurs-là sont vraiment pour le premier niveau d'exposition à la campagne. Et le dernier indicateur renforce un peu les lacunes que nous avons eues au niveau des prestataires. Next. Maintenant, le deuxième niveau, c'est les résultats intermédiaires. Ça nous permet de comprendre les facteurs qui contribuent aux résultats comportementaux. Next. Donc, les indicateurs qui sont recommandés pour les facteurs comportementaux, en termes de connaissances, par exemple, le pourcentage du public visé qui connaît au moins 3 méthodes de PF. Au niveau des attitudes, le pourcentage du public visé ayant une attitude favorable à l'égard des méthodes de planification familiale. Au niveau des normes, les normes
pourcentage du public qui pense que la plupart des gens dans leur communauté approuvent l'utilisation de la PF par des personnes comme elle. Au niveau de la perception du contrôle et contrôle comportemental, on a par exemple le pourcentage de personnes en âge de procréer qui ont une confiance dans leur capacité à utiliser la PF. Au niveau de la communication entre et conjoints, on a par exemple le pourcentage du public visé qui a parlé de la PF avec son conjoint ou son partenaire au cours des 12 derniers mois. Donc, ça, c'est des indicateurs qui sont recommandés pour la mesure du changement social et comportemental. Next. Donc, le dernier niveau, c'est les résultats. Ça permet de déterminer si le comportement a changé ou non. Next. Donc, à ce niveau également, nous avons recommandé certains indicateurs. Donc, par exemple, au niveau des intentions, pourcentage de non-utilisateurs qui ont l'intention d'adopter une méthode de PF moderne dans l'avenir, ou bien pourcentage d'utilisateurs de PF moderne qui ont l'intention de contribuer à utiliser une méthode de planification familiale moderne. Au niveau comportement, nous avons par exemple le pourcentage des femmes en âge de procréer utilisant actuellement une méthode moderne. Donc, avec ça, on a la prévalence contraceptive et tous les autres indicateurs qui nous permettent de mesurer l'utilisation même des méthodes. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est les coûts. Nous avons constaté que les programmes ne mesurent pas suffisamment les coûts. Donc, nous avons la recommandation ici, on peut mesurer un indicateur comme le coût par personne atteinte par le message de changement social et comportemental. Next. Bon, quelles sont les prochaines étapes en matière d'activité de Breakthrough Research? Donc, Breakthrough Research a planifié une série d'activités de renforcement de capacités dans la prochaine semaine. Donc, les renforcements de capacités à l'aide de plateformes en ligne telles que les webinaires, les podcasts, les discussions du club de lecture virtuelle qui seront diffusés par la communauté francophone naissance de Springboard. Donc, je recommanderais cette plateforme-là de Springboard, qui est une plateforme qui a beaucoup de ressources et qui permet aussi de pouvoir discuter des problèmes et des défis en matière de renforcement de capacités, en matière de programmation, de changement social et comportemental. Ensuite, Breakthrough a prévu la réalisation d'exercices de renforcement des compétences avec les groupes de travail technique dans les pays du WAPA. Breakthrough Research est actuellement en train de travailler à la création d'une fiche de référence pour tous les indicateurs que nous avons proposés. Et Breakthrough Research également travaille également à l'achèvement d'un exercice similaire de cartographie des indicateurs qui s'est concentré sur le soutien aux partenaires du RISE2 au Sahel et l'utilisation des résultats pour plaider en faveur d'un plan commun de surévaluation en matière de changement social et comportemental de RISE qui permettra aux partenaires de mise en œuvre d'harmoniser les indicateurs en matière de changement social et comportemental. Next. Donc, next. Donc, next. Voilà. Donc, on voudrait vraiment vous remercier et encore toutes nos excuses pour les défaillances techniques que nous avons eues. Donc, nous sommes vraiment disponibles pour pouvoir discuter tout à l'heure de toutes vos préoccupations. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier un peu tous les contributeurs au travail. Donc, il y a Meogo Ouedraogo qui a été le consultant en charge du travail au niveau du Burkina Faso. Et il y a M. Dadi qui a également travaillé au niveau du Niger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Komlan. Nous avons quelques questions déjà. J'ai déjà répondu à quelques questions pendant la présentation. La première question que j'ai ici,
Pour la mesure des indicateurs intermédiaires, quelle est l'expérience de Breakthrough dans les pays d'intervention? Quels sont les outils et la périodicité de collecte des indicateurs intermédiaires? Ok, d'accord. Ok, donc d'abord, merci beaucoup. Je ne vois plus cette question, hein, cette question est partie. Bon, je voudrais juste... ok, c'est pas grave. Donc, en fait, on a tout à l'heure indiqué qu'il y a eu un travail qui a été fait pour pouvoir faire l'analyse des mesures de changement social et comportemental et qui a, qui a démontré qu'il existait un manque de cohérence et d'alignement au niveau des indicateurs. Donc, c'est un travail qui a été mené au niveau de tous les pays, au niveau des 4 pays et au-delà de ces pays-là. Peut-être, je pense que Lynn ou Martha va nous donner plus de détails. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que il est important d'abord que nous puissions savoir un peu que nos programmes en matière de changement social et comportemental, la mesure du changement social et comportemental, on n'a pas tellement mis l'accent sur cela. On a beaucoup mis l'accent sur l'offre de services au niveau du planning familial. Donc, la mesure du changement social et comportemental n'est pas tellement développée. C'est vrai qu'il y a certains programmes spécifiques comme de marketing social, que ce soit au Togo, que ce soit au Niger et au Burkina Faso, des programmes de marketing social qui ont vraiment mis l'accent, mais ces programmes-là sont vraiment, on peut les compter juste du bout des doigts. Donc, l'accent même sur le changement social et comportemental dans nos pays n'était pas tellement ça. Personnellement, j'ai eu quand même la chance de pouvoir travailler dans ces programmes-là. Et peut-être ce qu'il y a aussi qu'il faut retenir un peu dans ces programmes de mesures de changement social et comportemental, c'est que ces programmes-là, l'investissement en matière de mesures de changement social et comportemental est très important. Donc, il y a des études spécifiques, les mesures d'indicateurs. Pour pouvoir mesurer ces indicateurs-là, il faut des investissements vraiment importants. C'est pourquoi nous avons, dans cette étude, recommandé que l'État puisse aider. L'aide de l'État va passer un peu par l'incorporation des indicateurs de mesure de changement social et comportemental dans les enquêtes nationales, ce qui permettra aux projets, aux programmes qui ont des budgets vraiment très faibles de pouvoir aussi bénéficier de ces données-là pour pouvoir faire leurs mesures de changement social et comportemental. Donc, je pense que c'est vraiment un point important que nos autorités devraient quand même bien regarder pour pouvoir aussi renforcer la façon dont on mène nos enquêtes nationales telles que les EDS, les MIX, etc. Oui, c'est vrai, merci Komlan. C'est vrai que les indicateurs intermédiaires ne sont pas très souvent collectés. La plupart des exemples proviennent des projets. Et même les DHS, le PMA, les enquêtes, ce type d'enquête ne collecte pas des indicateurs intermédiaires. Alors, c'est vraiment une des lacunes les plus importantes. Deuxième question. Le constat est que les indicateurs actuels sont liés au rendement des services offerts. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie de CSC ciblée sur les prestataires intégrés dans les projets et programmes dans les pays concernés par la cartographie BR? OK, merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est une question vraiment importante. Je pense que de façon générale, en matière de stratégie ciblée sur les prestataires, je pense qu'en matière de changement social et comportemental, on met beaucoup plus l'accent sur la communication, sur la formation, sur les activités communautaires, etc. Mais tout ça, c'est pas... je pense que
la chose la plus importante, c'est que on arrive dans nos programmes à déterminer quelle est la théorie de changement de comportement derrière toutes nos actions qui sont menées, soit au niveau des prestataires qu'au niveau des populations, etc. Donc, il est important que le projet d'abord identifie quel est le changement, d'abord, quel est le changement que nous voulons au niveau des prestataires et comment est-ce que ce changement-là peut intervenir par, par les activités que nous menons. Donc, il est important que, comme nous avons présenté tout à l'heure, cette théorie de changement de comportement avec les trois niveaux, le niveau d'exposition, le niveau intermédiaire, le niveau de résultat, on puisse avoir clairement le chemin de ce changement-là, pouvoir anticiper quels sont les types de mesures, mais quels sont là où il faut que nous menions des actions et quels sont les types de mesures dont nous avons besoin. Donc, les programmes de changement social et comportemental que moi j'ai eu quand même à visiter, beaucoup se basent uniquement sur les bénéficiaires, c'est-à-dire la théorie de changement se base uniquement sur les bénéficiaires, c'est-à-dire les femmes en âge de procréer, sur les hommes, etc. Mais il faudrait aller au-delà et aussi avoir une théorie de changement qui focalise sur les prestataires afin qu'on anticipe comment est-ce que les prestataires, avec les formations que nous leur donnons, avec les nouvelles méthodes que nous leur donnons, comment est-ce que ces prestataires-là également aussi peuvent impacter la demande au niveau du planning familial. Bon, merci. Nous avons jusque 3 minutes. Alors, la RDC est en train d'élaborer sa stratégie de communication sur l'APF selon le modèle CSC. Nous n'avons pas du tout des indicateurs de communication. La majorité nécessite des enquêtes qui sont très coûteuses. Un conseil pour nous aider à être rationnels et efficaces? Oui, merci beaucoup, Rachel. Je pense que c'est vraiment ce que nous disons. Quand on met en place un modèle de changement social et comportemental et qu'on veut aussi mesurer le changement social et comportemental, les enquêtes sont très coûteuses, sont vraiment très coûteuses. Et c'est pourquoi nous voulons qu'il y ait l'implication beaucoup plus de l'État en matière de mesures de changement social et comportemental, en matière de changer la façon dont nous menons nos enquêtes nationales, telles que l'EDS et le MIX, pour pouvoir incorporer plus ces mesures de changement social et comportemental et pouvoir alléger la tâche au niveau des projets et programmes. La seconde chose, c'est pouvoir aussi incorporer les indicateurs de coûts, pour pouvoir démontrer un peu le coût efficacité de notre programme pour pouvoir attirer beaucoup plus d'investissements au niveau des partenaires. Parce que un programme très coûteux qui n'a très peu de retour sur investissement, les partenaires ne sont pas intéressés. Donc, il faudrait vraiment faire cette démonstration-là à travers beaucoup plus d'incorporation des mesures de coût pour pouvoir vraiment démontrer que nos programmes sont des programmes vraiment viables. Merci. Merci, Comlan. C'est la dernière question avant de finir. Au niveau des indicateurs de rendement, j'ai constaté que le nombre de prestataires formés en communication a été pris en compte. Cependant, ma question est de savoir s'il y a implication des agents communautaires en dehors des leaders religieux et communautaires. Si oui, quel a été leur impact dans la communication CSC? S'il te plaît, Martha, est-ce que tu peux relire ça, s'il te plaît? Parce que... Oui. Au niveau des indicateurs de rendement, j'ai constaté que le nombre de prestataires formés en communication a été pris en compte. Je pense que c'est les indicateurs, les 12 indicateurs, n'est-ce pas? Il y avait un indicateur des prestataires formés. Oui. Cependant, ma question est de savoir s'il y a implication des agents communautaires en dehors des leaders religieux et communautaires.
Si oui, quel a été leur impact? Oui. OK. Donc, je pense que la question veut, le participant voudrait savoir, est-ce qu'on pourrait aussi avoir des indicateurs qui concernent les agents de santé communautaire, hein? Oui. Voilà. Donc, vous savez, on a eu le niveau socio-écologique en quatre niveaux. Donc, le niveau communautaire, ça doit prendre en compte pas seulement les leaders religieux, mais tous les intervenants au niveau communautaire qui peuvent avoir un impact positif sur notre programme. On sait que les agents de santé communautaire, de par leurs attitudes, de par leurs implications dans le programme, peuvent influencer la demande des femmes ou bien des bénéficiaires. Donc, ça aussi, c'est vraiment un niveau vraiment important. Il faut prendre en compte, en fait, ce que je vais dire, c'est de prendre en compte tous les aspects de l'environnement du projet, tous les aspects qui sont liés à la communauté dans laquelle nous faisons l'investissement, et tous les facteurs doivent être vraiment mesurés, quoi. Donc, oui, je pense que c'est important de pouvoir mettre aussi l'accent sur les comportements, les capacités aussi des agents de santé communautaire. Oui. OK, merci beaucoup, Komlan. Nous avons atteint la fin de l'heure. C'est sûr que nous allons partager très bientôt la présentation et les ressources mentionnées. Alors, je vous remercie de vous joindre à nous et passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.